Bonjour et bienvenue sur Collection Argentique, Yann Bresson pour vous servir. Dans cet épisode, je me penche sur un des appareils parmi les plus marquants de l'histoire de la photo 35 mm, le Canon F1. Le Canon F1 tient avec les Nikon F une place de choix dans l'histoire de la photo de la seconde moitié du XXe siècle. Et comme je n'aime pas faire les choses à moitié et qu'il n'y a non pas un, mais deux Canon F1, je vous propose donc deux épisodes. Un premier sur le Canon F1 dit Old, l'unique pour certains, et un second, dans quelques semaines, consacré au New F1 de 1981. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier Erwan Mer qui m'a prêté son beau Canon F1 modèle 76 ici présent pour la revue. Un autre merci à mon premier tipeur, Thierry, dit Kifrag sur les réseaux. Il soutient la chaîne en me donnant un petit peu de sous tous les mois sur Tipeee. Si vous voulez l'imiter, le lien est dans la description. Le Canon F1 est donc un appareil réflexe 24-36 monobjectif professionnel entièrement mécanique développé par Canon et commercialisé entre 1971 et 1980. Il accepte tous les objectifs à monture FD, mais aussi les objectifs FL de génération précédente. Comme son petit frère, le FTB, le F1 est doté d'une cellule capable de faire une mesure de l'exposition TTL. Robuste, pour ne pas dire increvable, efficace dans toutes les situations, le Canon F1 est l'archétype, que dis-je, la quintessence du boîtier 24-36 porté à son paroxysme de perfection mécanique. Et puis il paraît qu'on peut aussi planter des clous avec. Pour bien comprendre la genèse du Canon F1, il faut revenir à la toute fin des années 50, quand Nikon sort son modèle F, ce boîtier 24-36 qui va révolutionner la vie et le travail des photojournalistes. C'est un appareil modulaire, performant, robuste, et il va connaître un gros succès commercial et se tailler une solide réputation chez les pros. Qui n'a pas vu une photo d'un reporter de guerre couvrant le Vietnam avec un F autour du cou? Ou admirer le travail de Larry Burroughs, Don McCullin, Tim Page, Henri Huette, Patrick Chauvel ou encore Gilles Caron. De son côté, Canon a plusieurs modèles réflexes à son catalogue depuis la sortie des Canon Flex en 1959, mais le succès commercial n'est pas évident. Les dirigeants de Canon vont alors missionner les ingénieurs maison pour développer un boîtier pro entièrement modulaire et capable d'apporter une solution dans tous les domaines où la photographie est nécessaire. En somme, un concurrent direct au Nikon F. Canon lance le F1 en mars 1971, la même année que le FTB. La sortie du F1 est accompagnée par la commercialisation d'une toute nouvelle gamme d'objectifs avec une nouvelle monture, le FD, une monture qui permet la mesure à pleine ouverture. Sur les 10 années de production avant son remplacement par le New F1, Canon va produire près de 400 000 exemplaires du F1. Le succès et la légende sont en marche. J'ai l'habitude de parler de la concurrence ou des équivalents d'époque des appareils que je passe en revue. Pour le F1, c'est assez simple, il s'agit du Nikon F et du F2. Même si les puristes pensent que rien ne vaut un Nikon F. C'est bien Yann, tu as compris qu'il ne fallait pas se fâcher avec les nikonistes. Le F1 que nous regardons aujourd'hui de près est donc un modèle de 1976 équipé d'un prisme standard. Le boîtier est en métal et les capots sont en laiton laqué noir. Dans cette déclinaison, il est très proche dans ses formes et dans son gabarit de son petit frère, le FTB. Avec le 50 mm, le F1 pèse un peu plus de 1 kg, le poids de la robustesse. En faisant le tour de l'appareil, on peut observer qu'il n'y a pas de griffe porte-flash au-dessus du prisme. Ça s'explique en partie par le fait que le prisme est démontable. Prisme démontable qui permet soit d'utiliser le viseur de poitrine ou le booster T, ou bien de changer de verre de visée, ou enfin de nettoyer l'ensemble. Les commandes sont positionnées de manière très classique sur le Canon F1. Sur le dessus, à gauche du viseur, la manivelle de bobinage du film, qui commande aussi l'ouverture du dos. À la base de la molette, il y a deux contacts et des rails pour placer la griffe porte-flash amovible. La petite barrette blanche est le petit puits de lumière qui éclaire la partie droite du viseur qui permet l'affichage de la vitesse et du posemètre. À droite du viseur, la molette de sélection des vitesses et de sensibilité du film, le déclencheur et son système de blocage et enfin le levier d'armement.
Sur l'arrière, à gauche du viseur, on trouve la commande de la cellule et de test de la pile, et sur le dos, un support qui permet de glisser un petit pan de boîte de pellicule ou un morceau de papier sur lequel on peut noter la pellicule qui est chargée. Sur le flanc gauche, il y a la prise de synchro flash standard. Sous la semelle, le pas de vis classique pour se fixer sur un pied et le bouton de débrayage. Enfin, sur la face avant, le levier multifonction qui est en tout point semblable à celui du FTB. C'est simple, bien pensé, logique, pour ne pas dire pro, et les possesseurs de FTB comme moi se sentent, pour ainsi dire, à la maison avec le F1. Contrairement au FTB, le Canon F1 n'est pas doté du système QL de chargement rapide de la pellicule. C'est un truc d'amateur, ça. C'est-à-dire qu'en fait, il est difficilement conciliable avec un dos de 150 vues, par exemple. Je charge le F1 comme tout bon 35 mm, en engageant l'extrémité de l'amorce dans la bobine enrouleuse. Je place la cartouche dans son logement de droite, en m'assurant que j'engage bien la manivelle. Je m'assure également que le crantage se fait bien avec les perforations de la pellicule. J'arme pour engager le film, je referme le dos et je déclenche. J'arme et je déclenche 2 fois. Je n'oublie pas de régler la sensibilité de ma pellicule. Le F1 est prêt pour shooter. À la fin de la pellicule, je vais libérer le crantage en appuyant sur le bouton de débrayage. Je déplie la manivelle, je rembobine en suivant le sens de la flèche, et quand la résistance cesse, je peux ouvrir le dos. Pour ça, j'appuie sur le bouton de déblocage tout en tirant sur la manivelle. Je peux alors récupérer ma bobine. Le viseur du F1 est un modèle du genre. Dans notre cas, il s'agit du modèle E qui est devenu la dotation standard à l'achat du F1 sur les modèles postérieurs à 1976. Il s'agit d'un verre dépoli à lentille de Fresnel avec au centre un télémètre à coïncidence entouré d'une couronne de microprisme. Il couvre 97% du champ de l'image réel et faire le point est vraiment très confortable avec. Le posemètre est du même type que celui du FTB. Une partie de la lumière du prisme est dirigée vers une cellule CDS logée dans le boîtier. La zone de mesure est partielle et matérialisée dans le viseur par le rectangle grisé de la zone centrale et qui couvre environ 12% du champ de vision. Le réglage des vitesses s'effectue comme sur le FTB en tournant la molette à droite du prisme. La vitesse choisie est lisible en bas à droite dans le viseur sous l'afficheur du posemètre. Ce dernier consiste en un système classique aiguille-raquette qu'il faut aligner pour obtenir les réglages corrects. Comme au FTB, il ne manque au F1 que l'affichage de la valeur de diaph dans le viseur pour que celui-ci soit absolument parfait. Ça viendra avec le New F1 en 1981. Pour les utilisateurs d'optique FL, la mesure à diaph fermé est possible. Dans ce cas, il faut mettre le levier multifonction en position L pour passer au diaph réel. Et dans ces conditions, il faut aligner l'aiguille avec le petit bloc noir qui est situé sur le bas de la réglette du posemètre. J'ai découvert cette possibilité en documentant cette revue et cette méthode fonctionne également avec le FTB. Le F1 dispose d'un obturateur de conception classique. Les rideaux sont en alliage de titane à translation longitudinale. Le F1 est capable de déclencher de 1 seconde au 2 millième et dispose de la pose B. La synchro flash se fait au 60e. Le déclenchement est net et ne provoque pas de vibration particulière. J'adore ce son. Pour les photographes créatifs, le Canon F1 permet de faire des vues en double exposition, voire plus si affinité. Pour cela, il suffit de prendre une première vue et, avant de réarmer, d'enfoncer le bouton de débrayage, puis d'armer, et il ne reste plus qu'à faire une seconde vue qui va se superposer à la première, puisque, débrayage oblige, le film n'a pas été entraîné lors de l'armement. Tout comme le FTB, la cellule du F1 est alimentée par une pile 1,35 volts au mercure. Je vous épargne une longue tirade répétitive sur les alternatives aux piles au mercure et l'impact du léger survoltage des alcalines sur la cellule. Je vous renvoie à la revue sur le FTB où j'explique tout ça en détail. Le test de la pile se fait facilement
en calant la sensibilité du film à son hasard, et la vitesse au maximum, c'est-à-dire au 2 millième. Là, je tourne la molette sur C et je vérifie que l'aiguille du posemètre vient bien se mettre dans la bonne position. Le levier multifonction du F1 fonctionne rigoureusement comme celui du FTB. Là encore, je vous renvoie à la revue du FTB pour voir en détail comment tester la profondeur de champ, passer au diaph réel, relever le miroir ou encore enclencher le retardateur de 10 secondes. Les optiques FD lancées avec le F1 succèdent donc aux FL. Elles apportent une innovation de taille en donnant la possibilité d'effectuer la mesure de la lumière à pleine ouverture. Concrètement, au repos, le diaphragme de l'optique montée sur le boîtier reste complètement ouvert. Ça permet une visée bien claire et une mise au point précise avec une plus faible profondeur de champ. Au moment du déclenchement, une cam du boîtier va commander la fermeture du diaphragme en fonction du réglage calé sur la bague. Avec la cellule du posemètre couplée, on gagne un temps appréciable pour être réactif sur le terrain et faire vite et bien de bonnes photos. Au lancement, en 1971, pas moins de 15 optiques étaient disponibles. Un fisheye, des téléobjectifs et le fameux 55 mm f1.2 qui intégrait une lentille asphérique ainsi qu'un 35 mm à bascule et décentrement, plus connu sous le nom de tilt shift. En 1980, Canon lance une révision de la monture FD, la NFD. Ce qui change, c'est le système de blocage sur le boîtier. La bague en métal à quart de tour des premiers FD cède en effet la place à un système de blocage à culasse, jugé plus sûr. Le traitement multicouche, précédemment nommé SSC, est étendu à toute la gamme des optiques. Ces optiques NFD sont facilement reconnaissables car elles sont toutes noires et ont ce bouton de blocage à leur base. Certains regrettent les premiers FD, reprochant au nouveau d'être plus plastiques. Je peux pas leur donner complètement tort, j'ai 2-3 optiques dont les bagues de zoom ou de point ont pris du jeu parce que Canon a utilisé à l'intérieur des galets en plastique qui se désagrègent avec le temps. Mais malgré ça, je les aime bien mes NFD. Il y a des zooms intéressants comme le 35-105 f3.5 ou un 70-210 push-pull. Et puis, c'est dans cette gamme que sont apparus les objectifs de série L, comme le 85 f1.2. La monture FD disparaîtra au lancement des premiers EOS qui inaugurent la monture EF à la fin des années 80. Ainsi, le T90 de 86 sera le dernier appareil Canon à monture FD. Je passe sur le T60 de 90, en vrai, c'est un cousinat, tout comme le Nikon FM10. J'ai répété plusieurs fois le terme de modulaire dans cette revue. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le F1 n'est pas un simple boîtier réflexe, mais la base d'un système photographique professionnel complet. Canon proposait pas moins de 5 types de viseurs différents, le prisme classique, un viseur de poitrine, le viseur rapide, le booster T, le servo finder. Il y avait 5 verres de visée différents, il y avait 3 moteurs, le MD, le MF, puis le Winder F, un dos dateur et enfin le très célèbre dos 250 vues. Il est également possible d'adapter tous les accessoires de macro et de micro-photographie que Canon proposait, soufflet, bande reproduction, et sans parler des versions spéciales pour les applications techniques et scientifiques. Un vrai bonheur pour les collectionneurs. Mon expérience avec le Canon F1 de cette génération se limite à cette version de 76. Merci encore Erwan. J'ai un petit peu moins de recul qu'avec mes autres boîtiers, mais j'ai tout de même des points de repère avec mes FTB et mon New F1. Que dire sinon que le F1 est vraiment un appareil très plaisant à utiliser. En main, j'ai vraiment la sensation d'avoir un outil mécanique robuste et dense. Je dirais que substantiel est le mot adapté. Comparé au FTB, je dirais que tout est un peu plus. Le ressenti des différentes commandes est un peu plus ferme, le levier multifonction est plus épais, les clics des roues sont plus nets. Bref, on sent que les différents éléments sont assemblés de manière plus précise et construits dans des matériaux un petit peu plus épais. J'aime beaucoup le levier d'armement court. Le viseur est vraiment super agréable et j'adorerais vraiment avoir le même verre de visée sur mon Canon FTB. J'avais lu dans de la documentation que c'était possible, mais il fallait le commander à l'achat neuf, ce qui est un peu tard pour le mien. Le son du déclencheur est net, mécanique. Un vrai plaisir.
Et tout sur le F1 respire la qualité, la robustesse et la précision. Le fait de pouvoir monter au 2 millième est vraiment super intéressant pour figer les mouvements rapides, mais aussi au niveau créatif pour ne pas être par exemple coincé à être obligé de fermer le diaph quand on a chargé une pellicule 400 ASA et qu'on shoot en plein soleil. On a vraiment une latitude pour choisir sa profondeur de champ en ayant la possibilité de s'appuyer sur ce déclencheur rapide. Je comprends vraiment les fanats du F1, car s'il ne fait pas de meilleures photos que le FTB, il faut reconnaître que c'est un appareil complet et encore plus abouti, fait pour résister à l'épreuve du temps, voire à plusieurs photographes, dans la mesure où il est révisable, réparable et vraiment durable. Et qu'on peut planter des clous avec. À l'issue de cet essai, je peux dire que le F1 mérite l'excellente réputation dont il jouit et qu'il représente assurément une valeur sûre pour les passionnés collectionneurs de boîtiers argentiques. Encore une fois, je mets plein de liens dans la description pour ceux qui veulent aller plus loin, tant sur l'histoire que sur la technique autour du F1. Si vous avez aimé cette revue, mettez un petit pouce levé, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. N'oubliez pas Instagram, vous pouvez aussi soutenir la chaîne en contribuant à mon Tipeee, il y a des goodies comme de beaux tirages papier de certaines de mes photos, ou même des porte-clés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle revue, ce sera le Canon New F1 de 1981. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin des selles d'argent.